Je n'ai pas pu Naturellement pas. l'aider. Il était à moi. Je savais comment l'aider. Je pouvais, toi non, tu ne pouvais pas. Je dirais que tu le feras. Saviez-vous que certaines de vos légendes préférées d'Hollywood n'ont pas eu d'enfants? Elles avaient la célébrité, la fortune et le succès, mais pas d'enfants. Elle est juste stupide. Elle tombe toujours amoureuse d'un homme juste parce qu'il est beau. Le sont-ils? Parce que si une fille passe tout son temps à s'inquiéter de l'argent qu'elle n'a pas, comment va-t-elle avoir du temps pour être amoureuse? C'était quelque chose qui leur a manqué tout au long de leur vie. Pourquoi n'ont-ils pas eu d'enfants? Qui a choisi de ne pas en avoir et qui n'a tout simplement pas eu la chance? Je cherche Mikhail Simonovitch Ironov. Je suis Mikhail Simonovitch Je Ironov. suis Nina Ivanovna Yakushova. Que s'est-il réellement passé? Dans cette vidéo, nous allons explorer leurs histoires. Restez à l'écoute. Rock Hudson. L'image de Rock Hudson en tant que premier rôle à Hollywood comprenait des rendez-vous stratégiquement arrangés avec des starlets et un mariage de courte durée. En coulisses, il devait faire face à une époque hostile aux discussions ouvertes sur l'homosexualité. Dans un tel climat, fonder une famille ou admettre toute intention sérieuse d'avoir des enfants aurait été presque impossible sans risquer un scandale mettant fin à sa carrière. Son studio, Universal International, et son agent ont travaillé dur pour maintenir une image publique stricte qui mettait en avant sa masculinité et son attrait pour les femmes. Un récit qui laissait peu de place à une transparence romantique authentique. Il a brièvement épousé Phyllis Gates, qui travaillait pour son agent, dans le but de dissiper les rumeurs sur sa vie privée. L'union a d'abord généré une publicité considérable, mais des fissures sont rapidement apparues. Des proches l'ont décrite comme une stratégie, essentiellement un arrangement orchestré par le studio pour étouffer les discussions qui pourraient menacer son attrait au box-office. Gates a ensuite demandé le divorce, invoquant la cruauté mentale, et il n'y avait pas d'enfants impliqués. Après la rupture, Hudson ne s'est pas remarié, et le silence de l'industrie sur sa véritable identité a persisté. Les collègues qui suspectaient la vérité restaient généralement silencieux, comprenant les enjeux professionnels. Hudson n'a montré aucune inclination publique à adopter ou à concevoir un enfant, et la spéculation sur la paternité ne s'est jamais développée. Les exigences d'une carrière cinématographique, ainsi que les pressions pour rester dans le placard, ont contribué à cela. Sa vie personnelle est restée soigneusement compartimentée. Les interviews abordaient rarement les projets futurs pour une famille, et s'il était interrogé à ce sujet, il donnait des réponses polies et vagues sur le fait de se concentrer sur son travail. Les fans se concentraient sur ses couples romantiques à l'écran, surtout dans les comédies avec Doris Day, et montraient plus d'intérêt à le voir avec les actrices principales qu'à se demander s'il voulait un enfant. Cette concentration sur son image de star a tenu à distance des enquêtes plus profondes. En entrant dans les années 1970, il est passé des rôles de premier plan au travail télévisuel. Pourtant, ses circonstances personnelles n'ont guère changé. Il avait des amitiés proches avec quelques figures de l'industrie, mais aucune de ces relations ne laissait entrevoir la possibilité d'avoir un enfant. Les dernières années de Hudson furent marquées par l'apparition du sida, une maladie encore largement incomprise à l'époque. Une fois son diagnostic rendu public, cela a choqué beaucoup de ceux qui avaient cru aux communiqués de presse concernant sa vie personnelle. Cela a également humanisé la crise que le monde du divertissement avait en grande partie négligé d'aborder ouvertement. Même dans la phase finale de sa vie, alors qu'il faisait face à une santé déclinante et à la révélation publique de sa maladie, le sujet des enfants n'a jamais été un facteur. James Dean. Il n'y a jamais eu de reconnaissance publique de projet sérieux de paternité dans la brève vie de James Dean. Il est mort à 24 ans, ayant reçu une reconnaissance substantielle dans seulement quelques rôles au cinéma. Bien qu'il ait été lié à plusieurs femmes, y compris des actrices et des personnes hors de l'industrie, il n'y a eu aucun engagement enregistré menant à une structure familiale stable. La question des enfants était rarement abordée lors des interviews, en partie parce que sa célébrité a grimpé en flèche si rapidement que les journalistes se concentraient davantage sur son image rebelle que sur ses aspirations domestiques. Ses amis les plus proches ont mentionné plus tard qu'il pouvait être lunatique et conflictuel concernant les relations. Si cela se traduisait par une hésitation à fonder une famille, il est difficile de le confirmer. Ses relations amoureuses étaient souvent entourées de rumeurs et de spéculations. Certains témoignages suggèrent qu'il était parfois profondément affectueux, tandis que d'autres le décrivent comme réservé ou sujet à des changements d'humeur brusques. Quoi qu'il en soit, ces relations ne progressaient jamais jusqu'au mariage ou à un engagement formel. Les dirigeants de studio, conscients de sa popularité croissante, se
semblait plus déterminée à le commercialiser comme un symbole de jeunesse et d'instabilité, plutôt qu'à soutenir une idée de vie personnelle stable. Dans l'atmosphère très contrôlée d'Hollywood au milieu du siècle, les histoires de paternité, ou même d'une relation à long terme, auraient pu entrer en conflit avec l'image de l'outsider ténébreux que le public trouvait si captivante. Malgré le tourbillon de rumeurs, y compris celles sur ses relations possibles avec des hommes, Dean n'a jamais reconnu publiquement un désir d'avoir des enfants. Parmi ses amis, peu ont rapporté qu'il exprimait des espoirs paternels. Alors que certains dans son cercle proche pensaient que sa montée rapide vers la célébrité et son intense concentration sur le métier d'acteur absorbaient toute son énergie, d'autres suggéraient que son expérience personnelle de la perte de sa mère à un jeune âge le rendait prudent à l'idée de fonder une famille traditionnelle. Aucune preuve officielle ni document n'ont jamais émergé indiquant qu'il avait prévu de s'installer ou qu'un de ses partenaires était tombé enceinte. S'il avait vécu plus longtemps, ses points de vue auraient peut-être changé, mais il était un jeune homme de 24 ans à l'aube d'une grande carrière cinématographique. Dans Hollywood, il n'était pas inhabituel pour les stars masculines de se marier jeunes ou de manière inattendue. Pourtant, la personnalité hors écran de Dean était aussi insaisissable que ses personnages à l'écran étaient expressifs. Même dans les mois avant son accident de voiture fatal, il parlait de ses ambitions professionnelles plutôt que de famille. Il a acheté sa Porsche 550 Spider et a participé à des courses, consacrant son temps à ses activités à haute adrénaline plutôt qu'à toute forme de vie domestique. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe aspirait à une vie de famille stable, même si son image publique tournait autour du glamour, de la sensualité et de l'éclat du star system hollywoodien. Elle s'est mariée 3 fois. D'abord à une connaissance locale de son adolescence, puis à la légende du baseball, Joe DiMaggio, et enfin au dramaturge Arthur Miller. Chaque mariage arrivait avec son propre lot d'espoir et de pression, mais elle n'a jamais mené une grossesse à terme. On rapporte que plusieurs fausses couches l'ont laissée dévastée. Un fardeau émotionnel qui s'ajoutait à ses autres luttes avec les médicaments prescrits et sa santé mentale en général. Son deuxième mariage avec Joe DiMaggio semblait de l'extérieur être l'union d'icônes américaines, la star glamour et l'athlète vénéré. Derrière les portes closes, leur relation était tendue par la jalousie, des désirs conflictuels de vie privée et les exigences de leurs respectives carrières. La frustration face à ces rôles et l'intrusion des médias ont créé des tensions qui ont éclipsé toute tentative qu'ils auraient pu faire pour fonder une famille. DiMaggio voulait une vie de famille plus traditionnelle, mais les obligations contractuelles de Monroe, ses cours de théâtre et l'impitoyable tourbillon de la publicité rendaient cela presque impossible. Dans son troisième mariage, avec Arthur Miller, la possibilité de maternité semblait plus tangible. Voici un homme qui appréciait les activités intellectuelles et comprenait l'esprit créatif. Pourtant, les angoisses personnelles de Monroe s'intensifièrent. Elle devint plus dépendante des médicaments pour faire face au stress, à l'insomnie et aux répercussions émotionnelles de ses fausses couches antérieures. Ses amis pensaient qu'elle aspirait à devenir mère dans l'espoir de trouver un sentiment d'appartenance qui lui avait toujours échappé. Malheureusement, le stress de ses engagements cinématographiques, la tension dans son mariage et les insécurités persistantes ont contribué à une autre grossesse perdue. Sa frustration face à cette incapacité à avoir des enfants intensifiait son sentiment d'inadéquation. D'autant plus que les médias la qualifiaient souvent de simple symbole sexuel plutôt que de femme pleinement dimensionnée. Tout au long de sa courte vie, elle a exprimé un désir de normalité dans un monde qui voulait continuellement qu'elle reste un objet de fantasme. Les déclarations publiques sur son désir de s'installer étaient souvent éclipsées par des gros titres scandaleux qui abordaient rarement le chagrin de ses fausses couches. Elle a consulté des médecins pour résoudre ses problèmes de fertilité, mais le succès n'est jamais venu. Pendant ce temps, les tabloïds se concentraient sur le côté glamour de sa personne, rapportant rarement la douleur personnelle plus profonde qu'elle affrontait. Selon certains proches collaborateurs, la perte de la maternité potentielle était l'un de ses plus grands chagrins. Un contraste frappant avec l'image de séduction perpétuelle à l'écran. Katharine Hepburn. La décision de Katharine Hepburn de ne pas avoir d'enfant était liée à son engagement à vie envers l'indépendance et à sa profonde concentration sur sa carrière d'actrice. Elle s'est mariée une fois, et seulement brièvement très tôt dans sa vie. Par la suite, elle ne s'est plus remariée, consacrant une grande partie de son temps à la scène et à l'écran. Son partenariat romantique le plus célèbre était avec Spencer Tracy.
Un homme qui est resté légalement marié à quelqu'un d'autre, rendant toute organisation familiale conventionnelle impossible dès le départ. Bien que la presse se soit occasionnellement immiscée dans ses affaires privées, l'attitude notoirement affirmée de Hepburn faisait généralement taire les questions sur le mariage, les tâches domestiques ou la maternité. Elle disait souvent qu'elle aurait été une mauvaise mère, en citant sa volonté de réussite professionnelle comme incompatible avec les exigences de la parentalité. À plusieurs reprises, elle a noté qu'elle ne pouvait pas envisager de concilier une carrière cinématographique réussie avec l'éducation des enfants, surtout compte tenu des horaires épuisants et des attentes de haut niveau. Le système des studios à l'époque exigeait que les actrices soient soit célibataires et disponibles pour la publicité, soit qu'elles adoptent une image maternelle sereine si elles se mariaient et avaient des enfants. Hepburn a défié ces conventions en privilégiant sans excuse son travail et sa liberté personnelle. Sa relation prolongée avec Tracy a duré des décennies. Pourtant, elle n'impliquait aucun projet d'enfant. Puisque Tracy avait sa propre vie familiale compliquée et Hepburn était déterminée à maintenir son autonomie, l'arrangement semblait convenir aux deux parties. Elles discutaient rarement, voire jamais, s'ils envisageaient d'adopter ou d'avoir des enfants en secret. La confidentialité qui entourait leur relation signifiait également que le public devait spéculer. Cependant, étant donné les obligations existantes de Tracy et la position bien connue de Hepburn sur la maternité, il est peu probable que l'idée de parentalité ait été sérieusement envisagée par l'un ou l'autre. Dans les interviews, si on lui demandait directement si elle regrettait de ne pas avoir eu d'enfant, ses réponses variaient de légères esquives à des refus catégoriques d'aborder le sujet. Elle plaisantait parfois qu'elle avait déjà assez de responsabilités sans ajouter la maternité au mélange, où elle expliquait que sa personnalité ne correspondait pas à un rôle domestique nourricier. Rarement exprimait-elle des remords. Si quelque chose, son aura suggérait qu'elle se sentait libérée pour poursuivre une carrière prolifique et récompensée, remportant 4 Oscars de la meilleure actrice, toujours un record, en cours de route. Greta Garbo. Greta Garbo s'est fameusement retirée de Hollywood au sommet de sa carrière et a maintenu une vie privée qui n'incluait ni mariage ni enfant. Elle était supposée avoir eu des relations avec des hommes et des femmes, bien qu'elle n'ait jamais confirmé publiquement ces détails. Au début, les studios de cinéma ont tenté de créer des récits romantiques autour de son image. Mais Garbo ne semblait jamais intéressée par l'idée de satisfaire les attentes du public quant à un mariage ou une famille. Elle protégeait ses affaires personnelles si étroitement que même ses proches collaborateurs n'étaient pas sûrs de ses intentions profondes. Les potins d'Hollywood spéculaient parfois sur des fiançailles ou des partenaires cachés, mais aucun projet sérieux d'enfant n'émergeait de ces rumeurs. Lors des interviews, aussi rares soient-elles, lorsqu'on l'interrogeait sur sa vie personnelle, elle esquivait la question ou donnait des réponses ambiguës. Elle exprimait son mécontentement envers la nature industrielle de la production cinématographique et la publicité envahissante qui accompagnait la célébrité, des attitudes qui s'étendaient à ses choix personnels. Son désir d'être seule est devenu légendaire, et cet isolement a naturellement limité toute possibilité d'une structure familiale traditionnelle. Au sommet de sa carrière d'actrice, elle avait des costards avec qui les gens supposaient qu'elle devait être impliquée sentimentalement. John Gilbert était l'une de ces relations supposées. Bien qu'ils aient été parfois décrits comme fiancés, aucun mariage n'a eu lieu. Selon certaines sources, Gilbert voulait se marier, mais Garbo hésitait à s'attacher à quelqu'un. Vos affaires. Je ne t'ai pas demandé de discuter de mes affaires avec Blanche. Et je lui ai demandé de ne pas t'en parler. Des amis ont suggéré qu'elle trouvait la vie domestique contraignante et que l'idée d'élever des enfants n'aurait fait qu'amplifier son sentiment de confinement. D'autres pensaient qu'elle nourrissait des problèmes de confiance issus de ses premières années et de l'environnement souvent exploiteur d'Hollywood. Sa retraite du cinéma à 35 ans a seulement renforcé le chemin vers une vie sans enfants. Une fois éloignée, elle n'a jamais fait de retour, rejetant les rôles et refusant la plupart des invitations à réapparaître en public. Durant ces années de réclusion, elle a voyagé, dîné avec un cercle restreint d'amis, et s'est adonnée à une passion pour l'art et les antiquités. Il n'y a jamais eu d'indication qu'elle avait l'impression de manquer quelque chose, en n'ayant pas de famille. La priorité de Garbo est devenue de préserver sa paix mentale et de garder le contrôle sur son temps, en contraste frappant avec le récit typique des actrices qui se marient et fondent des familles, souvent dans le cadre de la gestion de leur image publique à l'époque des studios. Montgomery Clift. Montgomery Clift était
célèbre pour son jeu d'acteur impliquant la méthode et ses relations personnelles très protégées, qui ont tous deux joué un rôle dans le fait qu'il n'ait jamais eu d'enfant. Il a évité les romances publiques à long terme et les attentes traditionnelles du mariage et de la paternité, que de nombreux acteurs principaux suivaient à l'époque, ne faisaient pas partie de son parcours. Certains de ceux qui le connaissaient ont suggéré qu'il avait peu d'intérêt pour la paternité, soit parce qu'il était trop absorbé par son art, soit parce qu'il luttait avec des problèmes personnels qui éclipsaient les pensées d'une famille. Les studios hollywoodiens, toujours désireux de présenter leurs stars comme des modèles de pureté américaine, ont eu du mal à le façonner dans ce récit. Bien qu'il ait été lié à quelques actrices dans les rubriques de potins, aucune de ces histoires n'a conduit à des fiançailles officielles ou à l'intention de fonder une famille. Les amis proches et les initiés faisaient parfois allusion à l'idée qu'il avait des relations avec des hommes, alimentant la spéculation que le stigmate de l'époque l'empêchait de vivre ouvertement ou de se marier. Dans cet environnement, fonder une famille dépendait souvent de la nécessité de cacher sa véritable identité, ce qui aurait probablement créé un fardeau supplémentaire pour Clift. Plutôt que de naviguer dans ces complexités, il s'est concentré sur sa carrière d'acteur, s'immergeant souvent tellement dans ses rôles qu'il négligeait les affaires personnelles. Les difficultés personnelles ont également joué un rôle significatif. Après un accident de voiture dévastateur, Clift a enduré des douleurs chroniques et des interventions de reconstruction faciale qui ont affecté son image de soi. Ce traumatisme a conduit à une dépendance accrue à l'alcool et aux médicaments sur ordonnance. De tels défis ont éclipsé tout intérêt à devenir père. Ceux qui lui étaient proches ont observé que ses préoccupations principales semblaient être de gérer la douleur, d'honorer ses engagements contractuels et de cacher les aspects de sa vie privée qui pourraient nuire à sa carrière à une époque de jugement. Bien qu'il ait formé de solides amitiés, notamment avec Elizabeth Taylor, il n'a jamais été question pour lui d'avoir un enfant, que ce soit biologiquement ou par adoption. Taylor, connu pour son esprit bienveillant, était parmi les rares à sembler apercevoir ses vulnérabilités. Cependant, leur lien n'a jamais évolué en quelque chose qui ressemble à un partenariat conventionnel visant à fonder une famille. Pour quelqu'un qui lutte contre les répercussions physiques et émotionnelles d'un accident bouleversant, se concentrer sur la paternité semblait probablement inatteignable, surtout au milieu des exigences d'une carrière cinématographique. Jean Harlow. Jean Harlow a connu plusieurs mariages et une vie mouvementée, mais elle n'est jamais devenue mère. Elle s'est mariée 3 fois, chaque union survenant à un moment rapide et souvent précaire de son ascension fulgurante à Hollywood. Son premier mariage était principalement une impulsion de jeunesse, se terminant avant qu'elle n'obtienne son statut iconique. La deuxième, avec le producteur de MGM Paul Bern, s'est terminée dans la controverse lorsqu'il est mort dans des circonstances qui restent un sujet de spéculation. Leur relation fut brève, et le scandale a éclipsé toute discussion sur le fait de fonder une famille. Malgré sa réputation de l'une des stars les plus glamour et rentables d'Hollywood, la vie de Harlow en coulisses était tumultueuse. Elle luttait contre des problèmes de santé qui provoquaient parfois des retards de production, soulevant des questions sur son bien-être global. Bien qu'elle apparaisse confiante, comique et audacieuse à l'écran, ceux qui étaient des proches d'elle ont observé un côté plus fragile, notamment en ce qui concerne son désir de stabilité. Le système des studios prospérait en la promouvant comme la bombe blonde platine, en se concentrant sur son attrait sexuel plutôt que sur ses aspirations domestiques. Si elle a jamais exprimé un désir d'avoir des enfants, cela a été étouffé par le tapage médiatique entourant son personnage à l'écran et la série de controverses personnelles. Certaines rumeurs suggèrent que Harlow aurait pu subir des fausses couches, bien que les détails vérifiables soient difficiles à déterminer. Sa santé était suffisamment compromise pour qu'elle consulte fréquemment des médecins et prenne divers médicaments pour traiter des affections récurrentes. Les visites fréquentes de nurses sur le plateau et les absences répétées ont suscité des interrogations, mais les magazines de potins de l'époque s'intéressaient davantage aux gros titres sensationnels qu'à explorer la possibilité qu'elle était malade d'une manière qui pourrait empêcher une grossesse réussie. Tu ne m'as jamais envoyé de fleurs de ta vie. Quand je veux des fleurs, je dois aller les acheter. Quelle femme veut s'acheter des fleurs? Tu ne t'assieds jamais pour parler avec Son moi. troisième mariage, avec le directeur de la photographie Harold Rawson, fut également de courte durée. Dans cette union, aucune mention officielle d'enfant n'a été faite, et le mariage s'est dissous sans explication significative au public. La mère de Harlow, une présence contrôlante dans sa vie, supervisait de nombreuses décisions personnelles et professionnelles. Que
Que cette dynamique ait empêché toute focalisation sur la maternité reste spéculatif. Des amis ont noté que l'ambition de sa mère pour la célébrité de Harlow prenait souvent le pas sur tout le reste, y compris les besoins physiques et émotionnels de l'actrice. Au moment où elle tomba gravement malade sur le tournage de Saratoga, toute idée de maternité future devint sans importance. Son hospitalisation soudaine et sa mort subséquente à l'âge de 26 ans à cause de complications rénales laissèrent Hollywood sous le choc. Cela a également mis en évidence à quel point les studios, et même son entourage proche, avaient minimisé la gravité de ses problèmes de santé. Il n'y avait pas de mari à ses côtés pour parler publiquement de projets d'enfants, et elle ne portait pas d'enfants à naître à l'époque. Les fans ont pleuré la perte d'une actrice au sommet de sa popularité, mais peu ont réalisé à quel point sa vie avait été fragile au-delà des paillettes. James Baldwin. James Baldwin était principalement reconnu pour son œuvre littéraire révolutionnaire et son activisme social plutôt que pour une implication notable dans les productions typiques de Hollywood. Bien qu'il soit apparu dans des documentaires et quelques rôles de type caméo où il proposait des commentaires plutôt qu'un jeu d'acteur traditionnel. Tout au long de sa vie publique variée, il ne s'est jamais marié et n'est jamais devenu père. Alors que la presse se concentrait parfois sur son identité en tant qu'écrivain éminent, la question des enfants ou de la vie domestique apparaissait rarement dans les interviews ou dialogues publics. Il était ouvertement gay à une époque où une telle ouverture était rare et souvent rencontrée avec l'hostilité. Cela aurait suffi à compliquer la question de la paternité, surtout compte tenu des obstacles juridiques et sociétaux de l'époque concernant l'adoption ou la gestation pour autrui chez les homosexuels. Baldwin partageait également sa vie entre les États-Unis et la France, menant un style de vie quelque peu itinérant, qui ne se prêtait pas au schéma conventionnel de s'installer et de fonder une famille. Ses attachements romantiques, selon ceux qui le connaissaient, étaient intenses mais privés, et il n'impliquait jamais de discussion sur les enfants de manière substantielle. Même s'il avait été intéressé par la paternité, les réalités dont il écrivait, le racisme, la pauvreté, l'oppression sociale, occupaient une grande part de son énergie émotionnelle et intellectuelle. Il se décrivait souvent comme quelqu'un qui se sentait obligé d'utiliser sa voix pour éclairer les injustices de la société, ce qui lui laissait peu de disponibilité pour des aspirations domestiques. Il formait des liens profonds avec d'autres artistes, activistes et amis, mais aucun d'eux n'a évolué en relation de coparentalité ou tout autre arrangement pouvant inclure des enfants. Lorsqu'il parlait des générations futures, c'était généralement dans un contexte sociétal plus large, en mettant l'accent sur la responsabilité collective, plutôt que sur la parentalité personnelle. Il est mort sans enfant, et toute idée selon laquelle il aurait pu nourrir des souhaits inexprimés pour une famille reste spéculative. Les hommages qui ont afflué après sa mort parlaient largement de son impact sur la littérature américaine et le discours social, et non d'un désir non réalisé d'avoir des héritiers. Ses œuvres, pleines de thèmes d'appartenance, d'aliénation et d'amour, constituent une sorte d'héritage pour d'innombrables lecteurs, surtout ceux qui luttent avec l'identité et les contraintes sociétales. Son absence d'enfant n'a jamais été considérée comme une occasion manquée aux yeux du public, peut-être parce que si peu s'attendaient à ce qu'un homme de son milieu à cette époque devienne père, dans des conditions qui lui permettraient d'être pleinement lui-même. Au lieu de cela, son héritage réside dans la progéniture intellectuelle et culturelle qui trouve inspiration dans ses écrits et interviews, poursuivant les conversations qu'il a autrefois provoquées. Libéras. Le style flamboyant de Libéras et son mode de vie extravagant devinrent sa signature publique, mais le mariage et la paternité n'ont jamais trouvé leur place dans son histoire personnelle. Toute sa carrière était construite autour de spectacles éblouissants, de candélabres sur des pianos étincelants, de costumes ornés de bijoux et de vastes productions à Las Vegas. Il y avait peu de place dans cette image pour un rôle familial traditionnel. Des rumeurs sur sa sexualité ont circulé tout au long de sa carrière, et il les a constamment niées, allant même jusqu'à engager des poursuites judiciaires contre des publications qui laissaient entendre qu'il était gay. Il sortait avec des femmes publiquement, jouant parfois sur l'idée d'un célibataire en quête de la bonne partenaire. Cependant, ces relations n'ont jamais évolué au point de fiançailles ou de suggestion de fonder une famille. La relation la plus proche d'un enchevêtrement domestique qu'il a eue était avec Scott Turson, un compagnon significativement plus jeune que Libéras, qui a ensuite porté plainte pour pension alimentaire. Malgré,
En vivant ensemble, ils n'ont jamais discuté sérieusement d'avoir des enfants. L'image publique de Libéras reposait fortement sur sa présentation en tant qu'artiste adoré, qui consacrait son énergie à ravir le public, plutôt qu'à s'installer dans la parentalité. Le climat culturel de l'époque, combiné aux préférences personnelles de Libéras, rendait la paternité improbable. Même s'il avait désiré des enfants, reconnaître une relation homosexuelle entre les années 1950 et 1980 aurait pu mettre en péril sa carrière. Sa base de fans était souvent composée de femmes âgées et conservatrices, qui le trouvaient charmant et non menaçant. Toute allusion à l'homosexualité aurait pu aliéner ce soutien. Ainsi, s'il a réellement souhaité avoir sa propre famille, reste inconnu. Il n'a laissé aucune déclaration explicite à ce sujet. Il mettait souvent en avant sa mère publiquement, l'amenant sur scène ou la mentionnant dans des interviews, se présentant comme un fils dévoué plutôt qu'un père potentiel. Cette narration soutenait l'idée qu'il était une vedette saine, dévouée aux valeurs familiales, même si dans un contexte différent. À huis clos, il se complaisait dans des demeures somptueuses et des tenues éclatantes, mais ne montrait aucune inclination à prévoir des chambres pour enfants ou une nursery dans ses résidences palatiales. Les associés se souviennent qu'il était affectueux avec les animaux de compagnie et qu'il appréciait la compagnie des amis, mais qu'il ne prenait jamais de mesures suggérant la paternité. Truman Capote. La vie de Truman Capote tournait autour de l'écriture, de la socialisation et de l'exploitation du pouvoir des célébrités, sans jamais s'aventurer dans le mariage ou la parentalité. Il était connu pour assister à des soirées et se mêler à des élites très en vue, des personnes dont il observait la vie et qu'il a parfois fictionnalisées dans son travail. Pourtant, s'installer avec un conjoint et fonder une famille n'a jamais émergé de manière substantielle. Au lieu de cela, il canalisa ses énergies pour forger des relations qui nourrissaient ses ambitions littéraires. Et, parfois, il trahit les confidences en publiant des récits à peine voilés des affaires personnelles de son entourage. Ses relations amoureuses, principalement avec des hommes, restaient un sujet de commérage plutôt que de déclaration publique, surtout au sommet de sa renommée. L'idée d'adopter ou d'avoir des enfants dans un contexte homosexuel n'était pas couramment discutée ou socialement soutenue dans l'Amérique du milieu du XXe siècle. Capote, toujours avide de façonner des récits autour de lui-même et des autres, n'a jamais tissé une histoire suggérant qu'il voulait devenir père. Au lieu de cela, il écrivait sur les complexités du comportement humain dans des romans et des œuvres de non-fiction, exposant parfois les vulnérabilités de ses amis les plus proches pour le bien d'une intrigue captivante. Le cercle de connaissances de Capote comprenait des noms éminents comme Babe Paley, Gloria Vanderbilt et d'autres personnalités mondaines, mais ses amitiés étaient davantage axées sur le matériel littéraire et la camaraderie glamour que sur une quête de vie domestique conventionnelle. S'il avait épousé une femme, cela aurait pu être un mariage de convenance, une notion qui apparaissait parfois dans les colonnes de Potin. Cependant, rien de tel ne s'est jamais matérialisé. Étant donné son penchant pour le drame, s'il avait sérieusement envisagé d'avoir des enfants, il y aurait probablement eu des rumeurs à ce sujet ou une mention publique, mais aucune spéculation de ce genre n'a pris racine. Son attention s'est ensuite portée sur le véritable domaine du crime avec de sang-froid, où il s'est plongé dans le meurtre tragique d'une famille du Kansas. Ce niveau d'immersion dans des sujets sombres et les questions morales qu'il soulevait semblaient l'éloigner davantage de tout environnement stable pour élever des enfants. Le coût personnel de la création de sang-froid était immense. Il aurait souffert du blocage de l'écrivain par la suite et lutté contre des abus de substances. Concilier cela avec un enfant, s'il en avait eu l'intention, aurait été un énorme défi, et un défi pour lequel il n'a jamais montré aucune préparation. Carole Lombard. Carole Lombard a épousé William Powell en 1931, mais leur union s'est terminée quelques années plus tard sans enfant. Sa carrière a pris de l'élan et elle a développé une amitié étroite avec son ex-mari Powell, même après leur divorce. Elle a ensuite épousé Clark Gable en 1939, suscitant un énorme intérêt du public, car il était déjà une grande star. Malgré la nature très médiatisée de cette relation, aucune grossesse n'a suivi. Certains témoignages suggèrent que les exigences de leur carrière, combinées à des conflits d'horaires, ont rendu la création d'une famille difficile. D'autres croient que Lombard a connu des problèmes de santé occasionnels qui ont pu compliquer la procréation, bien que rien d'officiel n'ait jamais été divulgué. Elle et Gable ont discuté d'avoir des enfants
des enfants en passant. Mais son emploi du temps chargé et ses engagements dans le cinéma comique prenaient toujours le pas. Les colonnes de potins d'Hollywood spéculaient parfois sur une maternité imminente, mais aucun rapport confirmé n'a jamais émergé. Sa mort dans un accident d'avion en 1942 a interrompu toute chance d'avoir des enfants à l'avenir. Cette tragédie s'est produite alors qu'elle était en tournée pour des obligations de guerre, soulignant davantage son dévouement aux causes nationales plutôt qu'à des poursuites personnelles à cette époque. Dans les suites, Gable était dévasté, alimentant des rumeurs qu'il regrettait profondément de ne pas avoir fondé une famille avec elle. La succession de Lombard n'a offert aucune révélation sur des grossesses cachées ou des problèmes de fertilité, laissant les fans se demander si la maternité aurait pu faire partie de ses projets d'après-guerre. Elle reste dans les mémoires comme une star dont le talent comique a éclipsé les complexités privées qui l'ont empêchée de devenir mère, terminant son histoire sans descendant direct. Son héritage sans enfant persiste dans la légende hollywoodienne aujourd'hui. Tallulah Bankhead. La personnalité flamboyante de Tallulah Bankhead et son style de vie bohème laissaient peu de place aux rôles familiaux conventionnels. Elle a épousé l'acteur John Emery en 1937, mais ils ont divorcé 4 ans plus tard, sans avoir eu d'enfant. Les chroniques mondaines ont souvent spéculé sur ses affaires privées, se concentrant sur des rumeurs de relations homosexuelles et ses romances bien documentées avec des figures influentes d'Hollywood et de Broadway. Bien qu'elle ait mentionné occasionnellement l'excitation des instances maternelles, elle n'a jamais activement poursuivi la maternité. Son attention était dirigée vers les succès sur scène et les apparitions cinématographiques, qui exigeaient tous deux de nombreux voyages et des soirées tardives. L'attitude irrévérencieuse de Bankhead faisait d'elle un aimant pour la controverse. Mais cela signifiait aussi qu'aucun environnement stable n'existait pour un enfant. Elle rejetait souvent l'idée des obligations domestiques, se décrivant comme trop agitée et désinhibée pour se poser. Certains amis croyaient que ces célèbres crises de consommation excessive d'alcool et de substances avaient contribué à son évitement de la parentalité. Elle était connue pour organiser des réunions scandaleuses qui ont renforcé son image d'esprit libre excentrique. Malgré des tentatives éphémères de relations sérieuses, elle se sentait contrainte par les attentes conventionnelles de la maternité. Sa santé en a souffert plus tard en raison des excès qu'elle adoptait, compliquant davantage la possibilité d'avoir ou d'adopter un enfant. Les dernières années de Bankhead furent marquées par une détérioration de sa santé physique, éclipsant tout désir résiduel de vie de famille. Elle est morte en 1968, ne laissant derrière elle ni enfant ni héritier direct. Les fans et les biographes ont conclu que son appétit pour la spontanéité et l'indulgence a éclipsé toute inclination vers la parentalité, perpétuant sa légende en tant qu'icône sans enfant. Son esprit rebelle défiait la convention. Mae West. Mae West a épousé Frank Zadkes, nom de scène Frank Wallace, en 1911. Mais elle a gardé ce mariage secret pendant des années, n'ayant jamais eu d'enfant pendant ou après cette union. Elle a ensuite noué des relations personnelles et professionnelles avec divers costards masculins et managers, mais aucune n'a évolué vers la parentalité. Oh, Rilla. Oui, madame. Épluche-moi un raisin. Elle naviguait dans le regard moral des censeurs qui condamnaient ses actes et films provocateurs sur scène, se concentrant sur des performances flamboyantes qui laissaient peu de place pour une famille conventionnelle. Les initiés d'Hollywood plaisantèrent souvent en disant que Mae West était mariée à sa carrière, étant donné sa production prolifique de pièces, scénarios et rôles principaux. Son style comique et son personnage provocateur visaient à exciter le public plutôt qu'à la présenter comme une figure nourricière. Les intervieweurs ont abordé le sujet de la maternité, mais elle avait tendance à répondre par des répliques astucieuses, renforçant une image qui prospérait sur l'indépendance et l'autonomisation personnelle. Elle ne voulait pas d'enfant, choisissant de rester le centre de l'attention. Bien qu'elle ait eu plusieurs relations qui ont duré plusieurs années, y compris une avec Chester Ribinski, qui a ensuite pris le nom de Paul Novak, il n'y avait aucune discussion sur l'adoption ou des enfants biologiques. La vie ultérieure de West impliquait une résidence glamour à Los Angeles, des rassemblements sociaux et une couverture médiatique continue. Pourtant, aucune mention ne surgit de désir maternel inassouvi. Elle continua à se produire bien au-delà de ses années seniors, prouvant que sa priorité restait de divertir les foules et de façonner son héritage plutôt que de s'installer dans une routine domestique tranquille. Lorsqu'elle est décédée en 1980, elle n'a laissé aucun héritier, affirmant à jamais que son héritage résidait uniquement dans sa
Un impact sensationnel sur scène et à l'écran. Anna May Wong. Anna May Wong ne s'est jamais mariée, ni n'a eu d'enfant, un fait souvent éclipsé par le récit plus large de ses combats contre les stéréotypes d'Hollywood. Elle a poursuivi une carrière d'actrice dès son jeune âge, prenant de petits rôles qui ont finalement conduit à son stéréotypage en tant que séduisante exotique. Malgré ses limitations, son succès international a grandi, y compris en Europe, où elle a ressenti plus de liberté artistique. Bien qu'elle ait fréquenté des gens, aucune relation sérieuse ou partenariat n'a émergé indiquant un plan pour fonder une famille. À cette époque, les lois américaines contre la mixité raciale compliquaient davantage toute relation qu'elle aurait pu envisager avec des partenaires non asiatiques. Les studios imposaient également des obligations contractuelles exigeant des voyages fréquents et des horaires implacables, laissant peu d'opportunités pour une vie domestique. Wong a commenté dans des interviews qu'elle se sentait comme une étrangère, culturellement et personnellement, ce qui a pu contribuer à sa décision de ne pas se marier ni avoir d'enfants. Elle semblait plus motivée à briser les barrières raciales à l'écran qu'à se conformer aux attentes sociétales de la maternité. Les colonnes de potins d'Hollywood spéculaient parfois sur sa vie personnelle, mais mentionnaient rarement la possibilité d'enfants. Des amis ont remarqué qu'elle était concentrée sur la création d'un chemin pour les Asiatiques américains dans une industrie qui les reléguait à des rôles marginaux. Lorsqu'elle atteignit la quarantaine, son élan avait ralenti en raison de la diminution des offres de rôle. Mais elle ne chercha toujours pas à se marier ou à adopter. Elle est décédée en 1961 d'une crise cardiaque à l'âge de 56 ans, ne laissant aucun héritier. Son statut sans enfant reste un détail souvent négligé dans la conversation plus large sur son parcours pionnier à Hollywood. Thelma Todd. Thelma Todd n'a jamais eu d'enfant, et sa carrière brève et énergique laissait peu de place pour une vie familiale traditionnelle. Elle est apparue dans de nombreuses comédies à la fin des années 1920 et au début des années 1930, souvent aux côtés de stars comme les Marx Brothers. Malgré son succès à l'écran, les relations personnelles de Todd étaient semées de difficultés. Elle a épousé Pat DiCicco, un agent de Hollywood connu pour son tempérament volatile, mais l'union s'est terminée par un divorce sans projet de famille. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Todd subissait des abus émotionnels et possiblement physiques, compliquant tout désir qu'elle aurait pu avoir de devenir mère. Elle a ensuite ouvert un café prospère sur la Pacific Coast Highway, qui est devenu un centre social, mais a également exigé beaucoup de son temps. L'entreprise nécessitait une attention constante, et Todd faisait face à des pressions financières et interpersonnelles qui limitaient sa capacité à envisager d'avoir un enfant. Les chroniques de potins hollywoodiens la liaient parfois de façon romantique à diverses personnalités, mais aucune de ces liaisons n'indiquait une maternité imminente. À une époque où les studios orchestraient souvent mariages ou romances publiques, Todd restait concentré sur ses rôles comiques et ses aventures entrepreneuriales. Une poire. Eh bien, tu achètes une poire, j'achète une paire, et l'ami épais de ton père achète une poire. Bien sûr! Allez! Sa mort soudaine en 1935 à l'âge de 29 ans laissa des questions sans réponse sur son avenir. Retrouvé dans un garage avec une intoxication au monoxyde de carbone, le décès de Todd a suscité de nombreuses théories du complot. Pourtant, aucune preuve ne suggère qu'elle était enceinte ou prévoyait d'avoir des enfants à ce moment-là. Sans héritier direct, sa succession a été transmise à des proches. Les fans restent fascinés par la fin abrupte de sa carrière montante, soulignant comment la vie de Thelma Todd s'est achevée sans que le chapitre de la maternité ne commence jamais.